Des tas de barriques pour s'opposer ou faire société. Une traversée des luttes avec l'histoire de la barricade. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historienne Diane Roussel avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Qu'est-ce qu'une barricade? Une fortification éphémère, nous disent les dictionnaires, qui font dériver le mot des barriques que l'on entasse avec d'autres morceaux de ville pour en bloquer l'accès. En barrant les rues, on fait advenir le peuple insurrectionnel. On produit une coupure dans l'ordre politique. On est d'un côté ou de l'autre de la barricade. Mais la barricade, c'est un objet, mais c'est aussi un moment qui, lui aussi, est un coup d'arrêt dans l'ordre ordinaire des jours. Comment en faire l'histoire? Plutôt que de la saisir en son apogée, en 1848, nous avons choisi de vous la raconter depuis cette journée parisienne du 12 mai 1588 qu'on appelle justement la journée des barricades. Parce que c'est à ce moment-là que s'invente ce répertoire d'actions qui ne cessera ensuite d'être rejoué, répliqué dans les différents théâtres de la rébellion mondiale. Nous vous invitons donc à une histoire politique et urbaine de la barricade. Et pour nous en parler, Diane Roussel, historienne des désordres urbains au XVIe siècle et de la culture judiciaire. La barricade, c'est une histoire intéressante parce que c'est l'histoire d'un objet très éphémère, très fugace, dont il ne subsiste aucune trace aujourd'hui. On n'en trouvera pas d'exemplaires dans des musées. Et pourtant, vous voyez, on est capable de la reconstituer parce que c'est un objet très central dans les imaginaires politiques et dans l'imaginaire collectif, tant et si bien qu'on conserve des modes d'emploi, des images et des textes qui nous expliquent comment cette barricade existe. Elle est très associée à l'histoire politique, sociale, des luttes du XIXe siècle. Et pourtant, cette barricade, elle naît bien avant, elle est très ancienne, elle naît au cœur des guerres de religion en 1588. 1588, c'est un contexte très particulier, absolument explosif. À Paris, le pouvoir royal est très profondément déstabilisé, en particulier depuis 1584, depuis que l'on sait que l'héritier présomptif au trône de France sera Henri de Navarre, qui est le chef du parti protestant. Et cette possibilité est conçue par les catholiques comme quelque chose d'absolument inconcevable. Et en particulier, les Parisiens sont très hostiles à Henri III, qu'ils détestent de plus en plus, dont les prédicateurs ultra-catholiques dénoncent l'hypocrisie. Henri III serait un roi dévot en façade, mais en réalité, ce serait l'ami des protestants et un impie. En revanche, ils ont porté au nu leur véritable héros, le héros de la cause catholique, qui est le duc de Guise. Et c'est en raison de ce contexte particulièrement explosif qu'Henri III, dont le pouvoir, on le voit, est profondément déstabilisé, décide d'interdire au duc de Guise d'entrer dans la capitale. Et le duc de Guise, précisément, défie le roi et le 9 mai 1588 décide malgré tout d'entrer dans Paris. Et en réponse à cette révolte ouverte du duc de Guise, Henri III décide, dans la nuit du 11 au 12 mai 1588, de faire entrer dans la capitale, à 4 heures du matin, très discrètement, une forte troupe de 4000 soldats de ces gardes françaises et suisses, qu'il positionne aux endroits stratégiques. Et au matin du 12 mai 1588, lorsque les Parisiens s'éveillent, ils constatent cette présence des soldats qu'ils considèrent comme une force d'intrusion, une force étrangère. Ils sont très profondément émus et immédiatement, la ville se met en alerte, se défend. On tire les chaînes au carrefour, on sonne même le tocsin au clocher de certaines églises de la rive gauche. Et place Maubert, on voit s'ériger les premières barricades.
Et le roi lui-même se trouve barricadé à l'intérieur du palais du Louvre sans pouvoir réagir. Donc l'efficacité de la barricade est réelle et c'est vraiment un instrument qui surprend et qui fonctionne puisque précisément le roi est bloqué. Dès 1588, on parle de journée des barricades en référence à cet amas soudain dans les rues et les quartiers de ces centaines de barriques, de ces tonneaux de bois que l'on remplit de terre, de sable, de fumier. Ces murs de barriques défensives, ces petites fortifications intérieures deviennent très vite un symbole et le terme de barricade apparaît autant pour nommer l'événement que pour incarner l'action soudaine, inédite, de constituer un obstacle au cœur de la ville. Mais le succès du terme barricade vient aussi du dénouement de cette crise politique majeure en pleine guerre de religion. Les barricades ont eu raison du roi qui se doit de fuir la capitale alors que le duc de Guise est nommé lieutenant général du royaume. Même si l'histoire d'Henri III et du duc de Guise se termine dans le sang par une série d'assassinats, la mémoire collective retiendra le succès du rôle insurrectionnel et politique de la barricade. 1588 a donc une portée immédiate qui influence le cours de l'histoire de France et de la fin des guerres de religion. Mais c'est aussi une journée qui a une portée plus longue puisqu'elle constitue d'une certaine manière le premier maillon d'une chaîne et d'une série qui va constituer une tradition et l'entrée dans les répertoires d'action politique d'une nouvelle forme insurrectionnelle qui est celle de la barricade. En 1648, également pendant la Fronde parlementaire, des barricades sont érigées et sont une sorte de réplique de ce qui s'était produit en 1588. Et il s'agit, une fois encore, non pas d'une émeute sociale, mais de défendre l'espace parisien et de défendre cet esprit communal, civique, qui est agressé par la monarchie dans sa voie de plus en plus absolue. Après 1648, la barricade disparaît. Elle ne réapparaît même pas pendant les journées révolutionnaires, ce qui pourrait être surprenant, mais qui s'explique en réalité assez simplement, puisque en 1789, le peuple de Paris n'est pas assiégé, n'est pas attaqué, n'a pas besoin de résister, mais au contraire est un peuple offensif qui va conquérir la ville, qui va conquérir le pouvoir, alors qu'à l'inverse, c'est le roi qui se barricade à Versailles. Ensuite, hormis le très bref épisode des barricades du faubourg Saint-Antoine de 1795, la barricade renaît véritablement dès le début du XIXe siècle et on peut considérer que le XIXe siècle est vraiment l'âge d'or des barricades. On estime qu'il y aurait quasiment 4000 barricades qui s'érigent pendant les Trois Glorieuses en juillet 1830. Certaines rues sont tellement remplies de barricades qu'elles se succèdent les unes derrière les autres à quelques mètres d'écart. Et cette révolution des barricades de 1830 fournit le modèle pour d'autres insurrections et en particulier pour la révolution de 1848 où les barricades sont à nouveau érigées. Et ce sont ces barricades qui réussissent à renverser le régime et à faire advenir la Seconde République. L'espace naturel de la barricade, c'est l'espace de la rue, le lacis étroit des rues et des ruelles, qui encore au XIXe siècle suit un modèle encore largement hérité du Moyen-Âge et qui donc peut pousser dans cet environnement particulièrement propice au blocage très rapide et très spontané de la rue. Et la fin de la barricade est aussi liée évidemment non seulement à la volonté du pouvoir et à sa capacité à contrôler davantage la population urbaine, mais aussi à transformer l'espace urbain pour le rendre plus contrôlable et pour empêcher le développement notamment des barricades. Tout au long du XIXe siècle, les barricades débordent. Elles contaminent l'espace, engorgent les rues et les boulevards et elles gênent le pouvoir qui cherche à s'imposer face au mouvement révolutionnaire. Il faut donc ouvrir l'espace, faire respirer ces centaines de ruelles étroites qui, en plus de concentrer la pauvreté et les miasmes, sont des espaces que l'on barricade trop facilement.
Dès 1853, l'empereur Napoléon III décide de réaménager l'espace urbain de la capitale. Il est temps pour lui et le baron Haussmann d'aérer, d'unifier et d'embellir la ville. On détruit les quartiers insalubres où l'on pouvait encore entendre l'écho d'une vie médiévale. On élargit les rues, on ouvre des places et des parcs. Les boulevards, gigantesques pour l'époque, facilitent les déplacements de la police et des colonnes de soldats ou permettent de disposer des canons. Les artères larges, nouvelles, du Paris haussmannien, empêchent le peuple de se barricader et ouvrent la voie à un État qui, pas à pas, reconquiert l'espace intérieur. La barricade est un lieu civil, militaire, mais c'est aussi un lieu festif, c'est aussi un lieu identitaire par lequel le peuple s'approprie la ville et manifeste ainsi sa résistance. La barricade crée elle aussi le peuple au sens où elle provoque une rupture dans le cours ordinaire du temps, un moment spécifique, particulièrement éphémère, qui crée précisément de la fraternisation et qui rassemble et qui soude les individus au-delà des clivages sociaux. Et c'est particulièrement net au XIXe siècle où on voit l'ouvrier en blouse et l'étudiant et le bourgeois bien mis qui fraternisent le temps de l'érection et de la défense de la barricade. L'histoire de la barricade est marquée par un point aveugle, une part invisible, mythique, où l'écriture romanesque et les représentations du XIXe siècle sont venues créer un imaginaire romantique. Ce qui était sans doute plus proche du côtoiement social a été présenté comme une fraternisation du peuple. Derrière la barricade se cache la confusion réelle des combats, des morts et des souffrances. Et les images finissent par combler les vides, symboliser les peuples qui luttent. Le personnage hugolien de Gavroche incarne soudain tous les enfants qui meurent au pied des barricades. Et le théâtre, puis plus tard le cinéma, rejoue sans cesse ce que l'on appelle la bonne mort barricadière, de celui ou celle qui meurt debout, hurlant, vociférant au sommet d'un amas de barriques. La barricade, en devenant une image populaire, imprimée et politique, passe le cap de la mémoire. La barricade est aussi une image qui nous est parvenue, une image disponible que l'on peut sans cesse réactiver. Faire l'histoire de la barricade, c'est faire une histoire dans laquelle s'entremêlent très intimement les représentations et le réel, au sens où les représentations elles-mêmes agissent sur les rôles et sur les comportements des acteurs qui rejouent à chaque fois leur insurrection sur la barricade. Pour le dire avec l'historien des représentations Alain Corbin, la barricade n'est pas juste le symbole du peuple, elle est une machine à fabriquer le peuple, elle est un instrument de ce langage de l'insoumission et de l'indocilité populaire qui est rejoué à chaque fois. Pour légitimer aussi l'action politique, quand bien même ce ne serait pas nécessairement un objectif stratégique que l'on chercherait à atteindre. On peut penser aux étudiants de mai 68 et aux barricades du boulevard Saint-Germain, qui avaient sans doute moins un rôle stratégique qu'un rôle symbolique, faire surgir une citation très démonstrative et très fédératrice, parce qu'elle porte en elle un même imaginaire. Plus récemment, on a vu comment les militants pro-démocratie de Hong Kong ont eux-mêmes érigé des barricades dans les rues de la ville géante en prenant des barrières de circulation, des grandes tiges de bambou des chantiers avoisinants pour, à l'espace d'un instant, essayer de reprendre en main la ville dont ils s'estiment dépossédés. Donc, faire l'histoire de la barricade, c'est faire l'histoire de cette longue chaîne matérielle, mais aussi symbolique et mémorielle depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire.
Le Black Bloc s'inscrit dans la lignée du mouvement autonome des années 80 en ex-RFA qui protestait contre les actions policières jugées illégitimes. Ce mode opératoire ne relève ni de partis politiques ni de syndicats, bien qu'il soit estampillé plutôt extrême gauche. Les militants du Black Bloc sont habillés en noir et se regroupent pour agir en commun et entrer en action pendant une manifestation. Mais quel lien avec notre barricade? Eh bien, un Black Bloc, c'est en général un agrégat solide et compact de personnes dans le cortège qui impose donc une réaction forte et visible en recourant souvent à la violence, estimant qu'elle est la seule façon de vraiment se faire entendre, sans pour autant d'intention mortifère. Il n'est pas question non plus de revendiquer le lancement d'une révolution des masses, mais bien le rôle de ce qu'on qualifie de violence révolutionnaire afin de redéfinir les rapports au travail en société. Il y a là clairement l'affichage d'une volonté d'insubordination, mais pas militariste. Personne ne possède d'armes à feu, on utilise plutôt des projectiles. Bref, une violence en bloc et ciblée en réponse à la violence sociale, économique et environnementale, un genre de barricade physique qui renoue avec la violence révolutionnaire. Allons barricader ce bougre de roi dans son Louvre. C'est, d'après le journal de Pierre de l'Étoile, le slogan des émeutiers de Paris en 1588. Couvrir la ville de barricades, c'est en faire pour le pouvoir un piège, une nasse. Depuis, on ne cesse de rejouer cette histoire, de la reprendre, de la recommencer. On bricole avec des fragments de passé, comme on amasse des morceaux de ville. Cette persistance des imaginaires de la révolte a une histoire plus longue qu'on le pense. Voici pourquoi une nouvelle génération d'historiennes et d'historiens rajeunit aujourd'hui notre conception des guerres de religion au XVIe siècle, comme on peut le lire dans l'album de Pochep et Jérémy Foa, Sacrée guerre de l'histoire dessinée de la France. On comprend que ces guerres de religion sont d'abord des guerres civiles, et qu'en tant que telles, elles reformulent l'espace public et nous permettent de mettre à l'épreuve l'idée qu'on se fait de la modernité politique.